c'est l'ancien régime. Si Trump avait placé la fortune qu'il avait héritée sur le SP500, l'équivalent du CAC 40, il aurait été plus riche qu'avec tous les investissements qu'il a fait aujourd'hui. Parfois, il vaut mieux rien faire, ça rapporte plus en plaçant qu'en travaillant. On se demande même si c'est pas devenu une manière de dominer les gens. Si tu travailles, tu vas réussir. C'est une espèce de manœuvre un petit peu pour dire, voilà, quand tu veux, tu peux. Et donc, si tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as pas vraiment voulu. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme c'est de les connaître et de les comprendre. Le média change tout, ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinale, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien, c'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois ou même devenir sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr et abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, la richesse viendrait majoritairement de l'héritage et l'on redécouvre que les modèles type Uber Eats sont très dangereux. C'est parti. En France, la fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine total contre 35% au début des années 1970 selon le Conseil d'analyse économique. Les 50% les plus pauvres détiennent moins de 50% de l'ensemble du patrimoine, tandis que les 10% les plus riches possèdent près de 80% des actifs financiers et professionnels, un niveau comparable à celui du 19e siècle. C'est ce qu'a relevé Marie Charelle dans Le Monde. Thomas, comment on a pu en arriver là ? Il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été mises en place depuis les années 80. La déréglementation financière, la mondialisation, toutes les baisses d'impôts ciblées sur les plus riches et les grandes entreprises qui ont enrichi une partie de la population, quand on a vu le reste de la population qui s'est enrichi beaucoup moins rapidement, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ce qu'il faut comprendre, tu l'as bien rappelé, c'est qu'au début du 19e siècle, on avait un niveau d'inégalité extrêmement élevé. Et pendant le 20e siècle, il y a eu un rattrapage de toutes les sociétés développées, y compris les États-Unis, et on a eu ces inégalités qui ont fortement diminué, ce qui était le cas jusque dans les années 80, où on a vu les tendances réaugmenter. On n'a toujours pas rejoint quand même le 19e siècle, mais on est dans tous les cas dans la trajectoire et qui est due notamment à cette déréglementation que j'ai dit. Donc d'un côté, vous avez les 1% qui ont vu vraiment leurs revenus croître très vite, beaucoup plus vite que dans la période d'après-guerre jusqu'en 80. Et vous avez le reste de la population qui, lui, a cru, mais beaucoup moins vite. Que les plus riches. Donc on se rend compte, oui, qu'aujourd'hui, tous les discours qui sont autour finalement de la méritocratie, de l'ascenseur social, de l'école, en fait, s'effacent de plus en plus au profit de l'héritage. Et donc, il vaut mieux en fait hériter que de bien travailler à l'école ou que de choisir des filières où il peut y avoir, par exemple, un peu plus d'avenir que d'autres. Il vaut mieux hériter en premier lieu. Et ça remet quand même en question tout un tas de choses dans notre société parce que ça crée énormément de ressentiments. Ça crée beaucoup de ressentiments. Si vous êtes dans une société où tout est joué dès la naissance, vous êtes tenté après, et d'ailleurs c'est ce que dit en partie l'article, d'aller voter pour des votes extrêmes qui envoient tout balader, et qui sont souvent des gens d'ailleurs très riches, Trump, Marine Le Pen, et qui vont envoyer tout balader parce qu'il y a une forme de plaisir à envoyer tout balader un système qui ne sert qu'une minorité. Tout balader alors qu'économiquement, on sait très bien qu'ils ont un programme quand même qui est très libéral et qui soutient du coup ce genre de système. Qui le soutient encore plus. Quand on voit ce que va faire Trump, les riches, les 1% vont devenir encore plus riches. La tech va devenir encore plus riche. Ils sont déjà riches en milliards, ils vont avoir encore plus de milliards. On se demande pourquoi. Et Marine Le Pen aussi a un programme qui ne vise pas à remettre en cause le partage des richesses, mais qui vise clairement à l'accompagner. Donc c'est ça un peu l'ambivalence. Mais il y a un comportement, en fait, vous avez pendant très longtemps un bloc qui profitait un peu plus de la mondialisation pour que c'était une série d'opportunités qui apportaient un message économique. Mais ça peut être par exemple, à l'époque des premières désindustrialisations, il y a beaucoup de gens, des élites, qui ont dit que c'était super, qu'il fallait que les gens s'adaptent. Aujourd'hui, il y a des questions sur les mesures de type écologique, comme les ZFE, les zones à faible émission, où vous avez encore un certain nombre de personnes qui disent c'est génial, sans faire attention à toutes les personnes qui subissent ces ajustements et qui cumulent en fait tous les avantages, c'est-à-dire un faible patrimoine hérité, une adaptation beaucoup trop forte, des faibles revenus, qui ont envie d'envoyer tout promener et qui peuvent être tentés par des votes d'extrême, notamment d'extrême droite.
Et du coup, ces partages ou pas de patrimoine, là, ça détruit toutes les idées reçues autour de oui, mais si tu travailles dur, si tu travailles 90 heures Bien par sûr. semaine, etc., tu vas finir riche, tu vas finir millionnaire. Non, mais là, on se demande même si c'est pas devenu une manière de dominer les gens, de leur dire si tu travailles, tu vas réussir. C'est une espèce de manœuvre un petit peu pour dire voilà, quand tu veux, tu peux, et donc si tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as pas vraiment voulu. Alors qu'en réalité, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Il y a des gens qui n'ont pas trop envie, mais qui vont avoir un capital financier, un capital culturel, qui va être beaucoup plus adapté et qui fait qu'ils vont mieux s'en sortir que parfois des gens qui veulent, mais qui n'ont pas ce capital financier et ce capital culturel. Et ça, les gens le constatent tous les jours. Vous êtes un enfant de la bonne société, vous avez des parents peut-être un peu connus, vous sortez un livre, vous sortez un film, tout de suite ce film va recevoir une critique beaucoup plus positive que si vous êtes un inconnu, on ne va même pas prendre le temps de regarder ou de lire votre livre. Donc vous voyez, il y a des constats partout qu'il y a un capital quelque part, mais pas que financier, même un capital relationnel, qui fait qu'il y a des gens qui vont prendre l'ascenseur plus rapidement, qui vont avoir la réussite et les opportunités à portée de main, quand d'autres, parfois, qui ont les mêmes talents, qui sont beaucoup plus même besogneux, vont pas avoir ces opportunités et vont rester là où ils sont. Et ça, c'est un problème parce qu'on parle beaucoup de société démocratique. Et moi, je pense un des aspects importants de la démocratie aujourd'hui, c'est la possibilité de voir son travail récompensé, d'avoir un ascenseur social. S'il n'y a plus cette possibilité, c'est l'ancien régime. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les rois, les princes, et puis il y a de l'autre le reste. Et cette société d'héritiers nous ramène finalement à ça, avec tout un tas de mécanismes autour, et nous l'avons dit souvent ici, qui font que ceux qui payent le plus d'impôts, ce sont ceux d'en bas, pour alimenter finalement le train de vie des autres. Et en haut, on a plein d'exonérations. Ceux qui sont en haut arrivent à capturer le régulateur et les gouvernements pour faire en sorte que les politiques soient accommodantes à leur égard, ce qui n'est pas le cas en bas. Et donc, on est de plus en plus dans une société à deux vitesses. Et ceux d'en bas ont une forme de plus en plus de violence à l'égard de la société d'en haut, qui se manifeste dans des votes parfois qui peuvent jouer contre eux, mais qui sont des votes où on en voit balader en fait cette classe dominante. Sans parler de tout l'aspect raciste, évidemment, de certains votes, etc. Bien sûr, complètement. Oui. Oui, tout à fait. Et il y a l'économiste Stéphanie Laguerrodi qui a observé dans une tribune pour Le Monde toujours que les débats sur la transmission du patrimoine sont directement liés au fait que les gouvernements n'ont pas mené de politique pour lutter contre les inégalités de revenus. C'est ce que tu disais un petit peu. Et puis il y a aussi beaucoup de débats autour de l'héritage. Et en fait, il y a énormément de monde qui n'avait pas forcément de patrimoine, qui disait oui, mais c'est normal de ne pas taxer l'héritage parce qu'on donne ce qu'on a construit à nos enfants. Donc on voyait que les classes populaires moyennes défendaient en fait les 1%. Donc, comment ça s'est articulé tout ça un petit peu ? Non, il faut bien comprendre que la majorité des gens ne lèguent rien à leurs enfants. Et en dessous de 100 000, on ne paye pas de droit de succession. Et une grosse partie des gens, les 50% les plus pauvres, par exemple, ne lèguent souvent moins de 100 000. Donc là, il y a une vraie question de fond à avoir. Mais après, moi je ne veux pas qu'on traite que la question en aval. C'est-à-dire que la question de ces fortunes qui sont accumulées et en aval, on les taxe pour les redistribuer. Parce que, comme tu l'as dit, il y a même des oppositions de classes populaires à ce type de mécanisme, bizarrement. On a beau l'expliquer, mais ça reste là parce que les gens s'imaginent quelqu'un qui a construit lui-même sa fortune et qui la lègue à son fils, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et nous le voyons bien. Il a plutôt hérité, et sa fortune, en plus, en l'héritant, elle s'auto-valorise par des placements financiers, etc. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire, et même, parfois, il vaut mieux rien faire, ça rapporte plus en plaçant qu'en travaillant. Il y avait des études qui avaient été faites sur Trump. Si Trump avait placé la fortune qu'il avait héritée sur le SP500, l'équivalent du CAC 40, il aurait été plus riche qu'avec tous les investissements qu'il a fait aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que ces investissements ont été plus hasardeux que s'il avait juste placé l'argent et laissé l'argent courir sur le long terme. Donc vraiment, là, il y a quelque chose à revoir là-dessus. Mais après, il faut aller, moi, je pense, en amont sur des politiques vraiment où les écarts de salaire ne doivent pas être tolérés. Des écarts à 300 aujourd'hui entre le salaire moyen d'une entreprise et un chef d'entreprise, c'est plus tolérable. Il y a une époque, c'était 40 et puis 80. Là, on est à 300. Vous voyez, des salaires très, très élevés qui sont parfois stratosphériques, comme on peut le voir dans le football, qui n'avaient rien à voir avec les salaires d'il y a 30 ans. Au bout d'un moment, il faut se dire jusqu'où on va. Et donc, il y a une vraie question après sur le partage, les facteurs, les multiplicateurs entre les salaires au milieu de l'entreprise et au plus haut de l'entreprise. Et puis, la question aussi de comment on fait un moment dans ces salaires
et aujourd'hui, je sais que c'est très combattu, hein, parce que dans beaucoup de salaires, vous avez du salaire socialisé, des cotisations, etc., qui sont hyper importantes et qu'il faut conserver. Parce qu'elles permettent et de financer les retraites et de financer l'assurance maladie. Et donc, c'est une bonne chose. Et comment on sort de ça, de cette France de l'héritage ? Bien sûr, il y a la taxation à mettre en place. Il y a des politiques un peu moins accommodantes à mettre en place. Il y a des réglementations dans l'entreprise sur les salaires que l'on distribue à mettre en place. Il y a tout un bouquet de choses qu'il faut mettre. Il n'y a pas que la redistribution, parce qu'elle est nécessaire, mais elle ne sera pas suffisante. Il y a aussi d'abord sur le fonctionnement du marché du travail, énormément de choses à mettre en place. La financiarisation, la déréglementation des marchés financiers et la mondialisation a profité majoritairement à ces gens. Donc il faut revenir en partie là-dessus. Vous savez, quand vous avez des règles où vous pouvez, dans des opérations, fermer des usines, licencier des gens pour faire monter le cours de l'action et profiter à ceux qui ont acheté ces actions-là, ça ne devrait plus exister. Ça ne devrait pas être possible. Donc vous voyez, quand on dit qu'il faut interdire les licenciements ou les rendre beaucoup plus difficiles, eh ben, c'est une manière de protéger les autres et de faire en sorte qu'un certain nombre n'en profitent pas. Quand vous mettez, par exemple, vous encadrez le prix des loyers, pareil, vous permettez à une partie des propriétaires de moins s'enrichir et vous permettez aux locataires d'avoir des appartements. Quand vous évitez qu'il y ait une trop grande concentration du patrimoine dans certains endroits, parce que c'est un patrimoine qui va mieux rapporter, et vous permettez, vous construisez des logements sociaux, vous permettez justement une redistribution en amont et pas que de la taxation qui est nécessaire, mais qui doit rester un élément parmi une palette d'ensemble pour que la société soit plus égalitaire, comme elle l'a été à un moment. Encore une fois, l'après-guerre, ça a été une mise en marche de l'ensemble de la société qui a permis de créer cette classe moyenne qui pensait que chaque fois la génération d'après allait être plus riche que la génération d'avant. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a un affaissement de cette classe moyenne vers finalement les classes modestes. Et en haut, il y a eu, et nous le voyons, mais quasiment presque visuellement. Et en haut, vous avez une partie des gens très riches qui s'est enrichie à des niveaux que nous ne connaissions pas à une certaine époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que les idées que tu proposes pour justement rendre la société un peu plus égalitaire, elles sont quand même plutôt impopulaires dans les classes moyennes, voire les classes modestes maintenant, parce que il y a toujours cet espoir que moi aussi, je ferai partie des riches un jour et donc je ne voudrais pas être taxé quand je serai riche. Mais beaucoup rappellent et sans méchanceté aucune ou sans mépris, mais tout le monde dit vous êtes beaucoup plus proche du SDF quand vous gagnez 2 500 € que de l'ultime riche qui passe à travers tous les impôts. Mais bien sûr. Non, mais parce qu'il y a eu un individualisme qui a été vraiment mis en avant ces 30 dernières années, avec ce mythe de la réussite individuelle, avec ce « quand tu veux, tu peux », vraiment, qui a été porté par un certain nombre d'émissions qu'on regardait toutes les semaines, Capital, et puis maintenant qui est porté par des influenceurs sur les réseaux sociaux qui vous racontent des histoires que eux ont réussi, que c'est de ta faute si ça n'a pas réussi. Par les chefs d'entreprise en voilà. eux-mêmes. Et par une partie des chefs d'entreprise, en fait, parce que c'était une histoire qui les avantageait. Plutôt que de dire que... je veux dire, si on vous raconte une histoire, oui, j'ai hérité de l'entreprise de mon père et j'ai été placé là par mon père pour diriger cette entreprise, qui n'est pas quelque chose de très valorisant, on préfère raconter une autre histoire en disant j'ai repris cette entreprise alors qu'elle était en difficulté et je l'ai remontée, ou j'ai créé telle start-up, mais en réalité, tu l'as créée parce que ton papa t'a donné 100 000 € pour la créer. Et c'est beaucoup moins valorisant que dire j'ai pris le risque en créant ça et ainsi de suite. Donc, et pareil, quand tu es un jeune acteur, c'est beaucoup plus simple de dire oui, j'ai eu ce rôle, je l'ai bien joué, mais alors quand on dit oui, mais en fait ton père était aussi acteur, donc il connaissait ça devient beaucoup moins valorisant. Donc il y a eu tout un discours qui a été porté par ces gens-là pour masquer finalement tous ces réseaux-là, parce que c'est une réalité qui existe vraiment, et pour dire qu'en fait, et ça les rassurait parce qu'ils voulaient dire en fait que leur réussite ne dépendait que d'eux-mêmes et qu'ils avaient voulu, alors qu'ils ne sont pas partis en réalité sur la même ligne de départ. Et ils ne sont pas partis avec les mêmes sacs attachés aux pieds. Vous en avez d'autres qui courent avec une ligne de départ derrière, avec des sacs attachés aux pieds, et qui n'ont pas autant de chance. Et c'est ça qu'il faudrait que les gens se disent plutôt, qu'aucune réussite n'est individuelle. Elle dépend des politiques publiques mises en place, elle dépend aussi de la chance, elle dépend beaucoup de vos parents, du capital culturel. Il faut relire les livres de Bourdieu et vous vous en rendez compte. Ça dépend aussi des travailleurs qu'on sous-paye. Exactement, et elle dépend aussi des secteurs où vous êtes, parce que si vous êtes un chauffeur Uber, vous avez très peu de chances demain de devenir le nouveau Steve Jobs. Si vous êtes un ouvrier, vous avez très peu de chances aujourd'hui, parce que les salaires sont tellement compressés, tellement mis en compétition avec l'extérieur, que vous avez très peu de chances d'évolution de carrière. Et donc il y a aussi le secteur où vous êtes et la place que vous avez, et la place que la société vous donne aussi. Parce que les cadres, pendant un moment, ils ont été épargnés. Maintenant, c'est moins le cas. Mais pendant un moment, c'est vrai que les cadres étaient un peu plus épargnés que les ouvriers ou les employés.
Les travailleurs Uber Eats, Deliveroo et autres plateformes de livraison sont dans une situation très à risque, décrit un rapport de l'INSEE publié mercredi dernier. Ces travailleurs, indépendants et non salariés, souvent sans papier, seraient environ 70 000. C'est compliqué à calculer vu la construction du modèle en travailleurs indépendants. Accidents de la route, troubles musculo-squelettiques, stress, dépression, agression, sans oublier les conséquences de l'exposition à la pollution, à la chaleur ou au froid, voire à l'extrême au décès. Les risques que font porter les conditions de travail aux livreurs de repas à deux roues ont tout des conditions sociales des romans balsaciens version plateforme numérique, écrit Les Échos. Thomas, c'est vraiment le statut de ces travailleurs qui les rendent particulièrement vulnérables aux conditions de travail très difficiles. En fait, c'est ça moi qui m'énerve, c'est qu'il y a un certain nombre de gens Emmanuel Macron a théorisé l'ubérisation de l'économie, et un certain nombre de gens, même de partis de gauche, y voyaient une forme de modernité. Parce que, et là, il a fallu encore expliquer, de dire que oui, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est sur Internet, qui est une plateforme, et effectivement qui peut peut-être faciliter des mises en contact, que derrière, il n'y a pas des travailleurs qui sont maltraités. Il fallait faire la part de... Et beaucoup de gens trouvaient que bon, c'était l'avenir. Et moi, ça m'étonnait parce que quand on était jeune, il y avait des livreurs de pizza. Moi, j'ai vu arriver ce phénomène très américain du livreur de pizza. Mais avant, le livreur de pizza était salarié de la pizzeria. Et donc protégé. Il avait droit à des jours de congé, il avait un nombre d'heures limité, etc. Et avec ce capitalisme de plateforme, en réalité, c'est des petits en auto-entrepreneurs, et parfois même il y a des sous-traites, parce que tout ça échappe beaucoup aux réglementations. En fait, parfois il y a des gens qui sous-traitent leurs comptes qu'ils ont pris en tant qu'auto-entrepreneurs à d'autres gens qu'ils payent encore moins cher. Donc c'est greffé une espèce d'économie du Far West autour de ces plateformes. Et on voit très bien que le but, c'était quoi ? C'était que finalement, le donneur d'ordre, lui, il n'a plus aucune responsabilité, et l'ajustement est pris entièrement par le travailleur. Donc, s'il a un accident, c'est de sa faute. S'il a travaillé trop de temps, c'est de sa faute. S'il a pas fait beaucoup d'argent, c'est qu'il n'a pas été assez actif, pas été assez malin. Donc, tout repose sur lui. C'était largement prévisible. Nous le savions tous, c'était prévisible. Mais pourtant, il y a un certain nombre de gens et un président qui a fait une interview dans Le Monde qui a dit c'est l'ubérisation de l'économie, c'est une forme d'avenir. Voilà, c'est une forme d'avenir que lui soutenait. Et des gens ont dit c'est pas mal, est-ce qu'il est de gauche, il est de droite, on ne sait pas, alors que c'était clairement, on le voyait, un retour en arrière en termes de droit du travail. C'est un modèle économique, on l'a dit, qui n'est pas viable donc pour les travailleurs, mais par contre qui est très fructifiant pour les entreprises. Bien sûr. En fait, l'entreprise, elle a une main-d'œuvre corvéable à merci. Ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est qu'avant, l'entreprise qui employait un livreur de pizza, elle employait une personne, elle lui disait « Est-ce que tu sais conduire un scooter ?» Elle devait lui fournir le scooter, elle devait lui fournir l'essence, et elle devait le payer. Il avait le droit à des congés, il cotisait, etc. etc. Aujourd'hui, la personne, elle travaille, elle paye son vélo ou son moyen de transport, elle paye son essence, elle paye tout, elle paye ses propres charges, elle paye tout. Et l'autre, il paye qu'une petite partie de la course, et la plateforme prend une partie de la course. Donc on voit vraiment qu'on est revenu... Puis ils sont exposés à des risques parce que c'est des métiers qui sont dangereux quand même sur la route, surtout en région parisienne par exemple où les livraisons sont nombreuses. Ils sont d'autant plus dangereux ces métiers qu'il n'y a aucun contrôle en termes d'horaire, aucun contrôle en termes d'intensité du travail, il n'y a rien du tout. Puis c'est souvent des personnes sans papier, donc pas de contrat de travail, pas de salaire, tout à fait. Et donc pas de régularisation. Et nous l'avons dit, il se passe un certain nombre de choses qui échappent aux réglementations ou qui sont plus difficilement vérifiables, où vous avez des gens qui se passent des comptes pour travailler, etc. Et donc, en fait, on a déjà un code du travail qui a été très déréglementé. Avec l'ubérisation, finalement, créer un poste même en CDD, ça devient embêtant quand on peut avoir quelqu'un en auto-entrepreneuriat qui finalement paye toutes les charges, les risques sont entièrement pour lui. Et alors là, en plus, c'est d'autant plus difficile à contrôler que ce sont des microstructures à droite et à gauche qui peuvent refiler plus ou moins leur compte comme ça. Alors à part s'il y a quelque chose qui se passe de grave, où là, vraiment, il y a une vérification d'identité, ça passe quand même beaucoup entre les mailles du filet. Et alors, ça rejoint le premier sujet. Est-ce qu'on peut à un moment se dire qu'on va faire société, qu'on va pouvoir offrir à parfois des jeunes qui font ça une trajectoire de vie convenable si on est dans un monde qui est complètement déréglementé et qui ressemble au Far West? Je ne crois pas. Donc l'un va avec l'autre en réalité. Et là, même dans ces jeunes qui travaillent pour des plateformes, les détenteurs, les créateurs de ces plateformes s'enrichissent. Les créateurs de ces plateformes échappent en partie à l'impôt.
les créateurs de ces plateformes, voilà, ils arrivent à rencontrer des membres du gouvernement et à faire en sorte que, parfois, en étant à la limite de la légalité, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, eh ben, ça passe. Et ceux qui exploitent, eux, payent leurs impôts obligatoirement, prennent tous les risques, quand ceux qui les emploient, eux, profitent finalement de la situation. Et puis oui, tu l'as dit, dans ces donneurs d'ordre pour qui c'est très fructifiant, il y a Uber, qui n'est pas n'importe quelle entreprise, parce qu'elle échappe très longtemps à l'impôt. Oui, tout à fait. Et puis elle a été vraiment portée en partie par Macron, hein, puisque, je veux dire, la théorie de l'ubérisation, c'est lui. Il n'a jamais caché qu'il était favorable à ça. Il avait dit à nos confrères de Mediapart que voilà, Uber avait réussi à créer des emplois que ni Mediapart ni lui, c'est ce qu'il avait dit de ses propres mots, avait réussi à le faire. Donc il fallait pas les juger. Mais en réalité, Uber a eu un impact majeur parce que déjà, avec le statut d'auto-entrepreneur, beaucoup de gens se disaient il faut faire très attention. Il y a le statut d'auto-entrepreneur quand tu vas donner effectivement un cours de français ou un cours de maths quand tu es prof et que là, tu dois facturer et donc payer ta part de cotisation, ou quand tu es une femme de ménage ou quand tu fais des petits travaux. Nous sommes d'accord avec ça, mais qu'il ne fallait pas que ce soit aussi une façon d'ajuster la force de travail aux besoins de l'entreprise, en disant j'ai besoin de toi 2 heures, donc fais-moi une facture pour 2 heures, et demain j'ai besoin de toi 1 heure, et dans 3 jours j'ai pas besoin de toi, et ça c'est pas possible. Et pourtant c'est ce qui s'est passé. Et l'ubérisation a mis un turbo à l'individualisation des travailleurs, au fait d'être entrepreneur de soi-même. Ça a mis un turbo à ça, et ça se généralise maintenant partout. Partout. Et l'État, là on l'a bien vu, ne veut rien faire là-dessus, mais est-ce que l'État aurait possibilité de faire quelque chose là-dessus ? Déjà, ils auraient pu être un peu plus offensifs. Alors oui, l'État a des possibilités, mais ils auraient déjà dû être un peu plus offensifs au départ. Parce que, qu'on soit d'accord ou pas, qu'il y ait une plateforme comme ça, parce qu'elle est numérique, qui s'installe, qui fait finalement, pour le cas d'Uber, concurrence à des taxis qui ont beaucoup de réglementations, etc. Quoi qu'on pense des taxis, quoi qu'on pense de la facilité que peut avoir Uber, de la plateforme qui est bien faite, moi, ça me dérangeait déjà. D'un point de vue, on ne peut pas arriver comme ça et être à la limite du fonctionnement des règles et se dire que ça marche comme ça parce qu'on est digital. Ça, c'est pas possible. Donc, il y aurait dû avoir déjà, moi, je pense, une agressivité un petit peu plus forte à l'entrée de ces plateformes. Et puis après, il y a des pays qui ont requalifié les chauffeurs Uber en salariés, qu'on dit que c'était un entrepreneuriat individuel plutôt caché, que c'était en fait des vrais salariés qui dépendaient de la plateforme. Et à partir du moment où il y avait une dépendance de la plateforme, c'était comme s'ils en étaient des employés. Bon, on aurait dû mener cette bataille-là en France, mais quand on a un président qui est plutôt pro Uber et qu'il a lui-même théorisé, c'était plutôt compliqué de s'attendre à ça. Ouais. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, et le média change tout, ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, la contre-matinale, le journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois ou même devenir sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr et abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube, Le Média Télé et Le Média 24/7. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.